Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. C'est ce mardi que la Maison Shalom a totalisé 24 ans de sa fondation par Marguerite Barangite au chef-lieu de la province de Luyigi à l'est du Burundi. La Maison Shalom en exil a fait la journée porte ouverte ce mercredi pour permettre au public de se rendre compte de ses réalisations durant ces années. C'est surtout les témoignages des bénéficiaires de ces services qui justifient l'efficacité de la Maison Shalom face aux démunis, surtout dans cette période de la crise qui a fait des milliers de réfugiés et des rescapés, comme nous relate Rodrigue Ndikumwami à travers son reportage. La Maison Shalom a soufflé ses 25 bougies d'anniversaire. Pour ces 25 ans, il y a 2 ans que cette maison travaille en exil au Rwanda. En ce jour du 25 octobre, la Maison Shalom a organisé une journée porte ouverte pour montrer aux gens les activités qu'elle réalise, d'aider les Burundais en exil au Rwanda, en les enseignant les métiers et la réalisation des projets, les aidant à vivre même s'ils ne sont pas dans leur pays. Emery Emerimana, il est chargé de la communication de la Maison Shalom. La journée porte ouverte aujourd'hui vient dans l'occasion de la célébration du 24e anniversaire de la Maison Shalom, qui a eu ses 24 ans hier, le 24 octobre 2017. Et aujourd'hui, il s'agit d'une journée porte ouverte pour faire connaître aux gens ici ce que la Maison Shalom a déjà accompli sur les 24 ans. Et pour leur montrer aussi que c'est une même vision qui continue malgré qu'on soit en exil, malgré que la Maison Shalom ait suivi les autres Burundais en exil sur Rwanda. Aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte. Et ce soir, Madame Marguerite Barangite, présidente et fondatrice de la Maison Shalom, va témoigner et va partager au public les raisons, la mission et aussi l'expérience sur les 24 années de la Maison Shalom. Mais aussi, elle va nous parler de ses contraintes, de ses réussites et elle va nous parler aussi peut-être des perspectives de la Maison Shalom. Et demain, le soir, il y aura une messe d'action de grâce pour remercier le bon Dieu de toutes ces années passées que la Maison Shalom vient d'accomplir sa mission. Parce que c'est la mission divine et la Maison Shalom rend grâce à Dieu après toutes ces années d'accomplissement. L'une des personnes qui a eu un travail dans cette maison nous parle comment la Maison Shalom aide les Burundais en exil même s'ils sont en exil au Rwanda. Je vous dirais par exemple le cas des jeunes lauréats qui terminent chaque fois d'un mois à un autre, qui terminent les universités. Vous comprenez que c'est quelque chose de mystérieux. Au niveau du secondaire, les enfants encadrés par la Maison Shalom dépassent 1000. Au niveau primaire, c'est comme ça. On vient d'ajouter la formation maternelle ici. Les enfants, ils sont nourris, ils sont déplacés, ils ont fait tout ça sans aucune contribution des parents ou de quoi. Je parlerai aussi des métiers qui se font juste ici, à l'intérieur, dans les enceintes de la Maison Shalom même. Je parlerai de l'hôtellerie, il y a la couture, il y a les peintures, il y a la borderie ici. Vous voyez les œuvres, ils parlent. Vous savez, il y a des dessins toujours, il y a des activités très diversifiées qui se font à Mahama ou ailleurs pendant des milliers, où il y a des attroupements de Burundais réfugiés dans les coins divers. Ce qui est de très fort, c'est au niveau des mentalités aussi. Les Burundais qui allaient tomber dans le désespoir, qui allaient se décourager, qui allaient se... Je dirais même qu'il pourrait y avoir des suicides. La Maison Shalom a évité tout cela. Janine Negredjimana, elle aussi, est très satisfaite des métiers que la Maison Shalom les enseigne. Elle affirme aussi que la Maison Shalom continue à être proche des Burundais, même s'ils sont en exil au Rwanda. Pour ces 2 ans que la Maison Shalom travaille ici au Rwanda, nous sommes venus ici pour apprendre le métier de couture. Il y a des différents métiers, chacun choisit ce qu'il veut. Pour ce temps, chacun choisissait le métier de son choix. C'est là où nous avons commencé. On fabrique des porte-documents des femmes. La Maison Shalom nous paie aussi le frais de transport pour venir étudier et nous soigne quand nous tombons malades.
et donne de la nourriture pour ceux qui viennent ici. La Maison Shalom fête ses 25 ans d'existence en continuant son idéologie d'aider les personnes démunies en les enseignant des métiers, les donner des conseils et beaucoup d'autres. Et nous vous rappelons que la directrice de cette maison, Marguerite Tibarangitse, jusqu'à maintenant, a déjà eu 37 prix internationaux dans ce qu'elle fait et sans oublier des doctorats qu'elle a eus. Le message de la fondatrice de la Maison Shalom à cette occasion est plein d'émotions. Elle se rappelle de ses enfants qu'elle a élevés, qui sont maintenant dans le groupe de la milice Imbonerakure du parti Send DFDD. D'autres sont des membres du gouvernement. Marguerite Barangitse lance un appel au chef d'État burundais qui l'a couronné en signe de reconnaissance de bonnes œuvres de se ressaisir pour rétablir en Burundi de lait et de miel comme avant. Suivez son message. Son message que je leur ai donné quand je les ai bercés, quand j'ai chanté pour eux, quand j'ai pleuré avec eux, c'est son message. Qu'ils m'entendent, que Chloé, ma fille aînée, m'entende, que Benjamin, mon fils, m'entende, celui qui est responsable des Imbonerakure et qui est, pour moi c'est une glaive dans mon cœur de voir qu'un fils que j'ai aimé comme Benjamin puisse être le chef du parti au pouvoir et ce parti qui tue. Benjamin, mon fils, écoute les larmes de ta maman. Je t'aime encore. Ce sont les larmes de Rama. Rama qui pleure ses enfants. Le deuxième message, je l'adresse à tous mes amis qui sont membres de la Maison Shalom et qui ont œuvré avec moi à créer la Maison Shalom et qui aujourd'hui occupent aussi des hautes fonctions. Je pense au ministre de l'énergie et mines, mon frère, mon petit frère, comme reviens construire et construisons notre patrie sur des bases de l'amour. Je voudrais m'adresser à mes frères, à mes sœurs qui sont en exil. N'ayez jamais de la haine dans votre cœur. Ne prenez pas les armes. Prenez les armes de l'amour. Et avec l'amour, nous vaincrons. N'ayez pas peur. Ne soyez pas amers. Ne soyez pas amers envers vos frères, vos sœurs qui vous ont trahis. Je m'adresse en dernier lieu à tous mes frères et sœurs burundais qui sont au pouvoir, et spécialement au président Nkurunziza, qui n'oublie pas qu'à cause de la Maison Shalom, il m'a donné 2 grands prix et m'a donné une couronne d'une maman. Qu'il n'oublie pas que une maman ne peut pas être dehors et loin de ses enfants. Qu'il se remette en question, qu'il dépose les armes et qu'il construise ce pays que nous appelions dans le temps le pays de lait et de miel. Parlons politique après la probable arrestation des leaders du mouvement Front Populaire du Burundi FPB sur le sol tanzanien et que la Tanzanie semble nier les faits. L'expert en résolution pacifique des conflits Jean-Claude Nkundwa, cela risque de compromettre le processus de négociation en cours abrité par la Tanzanie. C'est un acte qui ne rassure pas le camp de l'opposition dans ce sens que ces leaders auraient été arrêtés par le simple fait qu'ils sont des opposants du pouvoir de Bujumbura. On l'écoute. L'attitude de la Tanzanie et de Bujumbura aussi pose des questions. Et surtout, là, je vais préciser l'attitude du bureau du médiateur, où son porte-parole a mentionné que ça ne le regardait pas, que c'est une question qui regarde les politiques, mais qui ne regarde pas le bureau de la médiation. Ça, c'est étrange. Je pense qu'à son point-ci, je pense que la Tanzanie devrait déjà poser
des questions à Bujumbura. Et les diplomates devraient déjà commencer à poser des questions sur cette situation. Mais il y a ce blackout qui cause beaucoup de questions. Mais cela, pour moi, n'est pas la seule attitude qu'il faut considérer pour discréditer la neutralité, l'impartialité de la Tanzanie. Il faut toujours penser à l'historique. Depuis que le président Museveni a été nommé pour diriger les négociations et le temps qu'il a pris pour faire la première action, jusqu'à ce qu'on a nommé Mkapa pour l'aider. Et Mkapa a commencé à manifester une attitude, je dirais, qui montre qu'il est penchant. Et le temps qu'ils ont pris, et jusqu'à présent même, je veux même mentionner le représentant des Nations Unies, du secrétaire des Nations Unies dans la région de Grand Lac, sur la question des Burundais, qui avait promis qu'il va donner son rapport, un autre rapport en octobre, mais jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a rien qui est sur l'agenda sur le Burundi aux Nations Unies que Kafando va présenter. Donc, tout cela montre qu'il est temps que les Burundais prennent en main leur destin. C'est-à-dire qu'il faut que les Burundais commencent à mettre beaucoup de pression sur le médiateur et le facilitateur et même sur la Tanzanie afin que cette question soit transférée dans d'autres pays. Parce qu'il n'y a aucun caractère du médiateur qui montre que la Tanzanie, en tant que place, et Mkapa en tant que facilitateur et Museveni en tant que médiateur, ont encore le caractère qu'il faut pour médier les Burundais. Selon cet expert Ngondwa, si demain l'opposition refuse d'aller en Tanzanie pour négocier, ils n'auront pas tort puisque la Tanzanie devient en lieu d'insécurité aux opposants de Bujumbura. Il ne reste rien en effet pour discréditer les autorités tanzaniennes. Le facilitateur et son équipe pour réconcilier les Burundais, encore une fois, suivez. Bon, ce qui me surprendrait, moi, plutôt, ce serait si, une fois ils acceptent d'aller en Tanzanie pour dire que nous allons faire les négociations dans une place pareille. Parce que, à part cette histoire de captivité, nous nous rappelons aussi l'attitude de la police de la Tanzanie envers les négociateurs, la société civile, certains comme Pacifique Inazwe, Armen Yongere, qui ont été enfermés dans l'hôtel parce que les policiers voudraient les arrêter. Donc il y a ça, il y a ces actions aussi que nous nous rappelons. Il y a aussi cette indifférence que le bureau de Mkapa vient de manifester. Cela montre que ce n'est pas une place qu'il faut vraiment dire que ça peut contenir les pourparlers. Je pense que, comme je le dis, il faut que les Burundais fassent pression sur les acteurs afin que la place change. À 2 jours avant le retrait effectif du Burundi du statut de Rome de la Cour pénale internationale, la campagne des 100 jours dédiée à la justice internationale au Burundi, qui s'achemine également dans 2 jours, fait savoir que ce retrait ne va pas effacer les crimes commis par les autorités burundaises. Pacifique Nininahatzwe, au nom des organisations de la société civile, fait appel aux familles des victimes et ces organisations de continuer à documenter les différents crimes qui continuent à se commettre au Burundi pour qu'un jour les auteurs soient arrêtés et punis. Suivez. Au moment où il ne reste que 2 jours avant le retrait effectif du Burundi de la Cour pénale internationale CPI, et au moment où nous nous acheminons à la fin de la campagne des 100 jours que nous avions décidé de destiner à la demande à la CPI d'ouvrir son enquête sur les crimes commis au Burundi depuis avril 2015, nous voudrions rassurer les citoyens burundais. D'abord, c'est dire que si d'ici le 27 octobre, il n'y a pas ouverture d'une enquête, mais qu'est-ce qui va changer en réalité? Ce qui va changer, c'est que seulement le Burundi ne sera plus tenu de coopérer avec la CPI. Mais cela ne va pas changer la possibilité que la CPI ouvre l'enquête sur le Burundi. Nous allons connaître 2 situations différentes. D'abord, la CPI peut à tout moment
même après le 27 octobre, ouvrir son enquête sur le Burundi pour tous les crimes commis avant le retrait effectif du Burundi de la CPI, étant donné par ailleurs que la CPI avait déjà ouvert une enquête préliminaire, des investigations préliminaires sur les crimes qui sont commis au Burundi depuis avril 2015. Donc sur tous ces crimes, à tout moment, la CPI pourra ouvrir son enquête. Alors pour les crimes qui seront commis après le 27 octobre 2017, là, la CPI aura notamment besoin d'un aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, dans tous les cas de figure, il n'y a pas lieu que les autorités du Burundi célèbrent cela parce que les crimes restent. Le retrait du Burundi de la CPI n'efface pas les crimes des autorités burundaises. Tôt ou tard, ces crimes restent et ces crimes seront punis un jour. Deuxièmement, je voudrais dire qu'au cours de cette campagne de 100 jours, nous avons eu un résultat. Quel résultat? C'est le seul fait que les autorités burundaises se sont elles-mêmes auto-accusées. Nous avons vu une panique extraordinaire pendant ce temps où les autorités burundaises disaient mais c'est grave, la CPI va ouvrir les enquêtes. Mais pourquoi ces autorités ont peur d'une enquête indépendante? C'est-à-dire que en craignant une enquête, les autorités burundaises étaient en train de dire « Nous savons que nous avons commis des crimes graves et des crimes qui peuvent être poursuivis par la Cour pénale internationale, ce qui par ailleurs a été confirmé par la commission d'enquête des Nations Unies qui a conclu que qu'il y a des raisons suffisantes de croire que des crimes contre l'humanité sont commis au Burundi depuis avril 2015. » Donc, dans cette situation, la CPI normalement devrait agir. Troisièmement, je voudrais donner un message aux familles des victimes, aux victimes de la répression, mais aussi à mes collègues des organisations de défense des droits de l'homme. Nous avons l'obligation de continuer à documenter les crimes qui sont commis. Je voudrais rappeler ici que dans les pays d'Amérique latine, il y a eu des dictatures féroces qui ont causé des crimes abominables comme des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires, mais aussi des crimes d'assassinat et des crimes de torture. Et pendant tout ce temps, pendant les années 1970, 1980, ces dictatures comme la Chili de Pinochet semblaient invincibles, semblaient éternelles, semblaient toutes puissantes. Mais à un certain moment, les dictatures sont tombées et la justice a pu agir. Mais la justice n'a pu agir que parce que les familles avaient continué à documenter, à rassembler toutes les informations relatives aux crimes qui concernaient les leurs. Alors nous avons aujourd'hui cette obligation. Comme le disait récemment quelqu'un, la mémoire est une arme redoutable. Nous devons garder toutes les informations sur ces crimes qui sont commis aujourd'hui par les autorités burundaises. Il n'y a pas de dictature qui dure éternellement. Un jour, ça va tomber. En tout cas, Nkurunziza n'est pas plus fort qu'Hitler. Il n'est pas fort que Saddam Hussein. Il n'est pas plus fort que Sani Abacha ou d'autres dictatures que ce monde a connues. Un jour, ils finissent par tomber. Et ce jour-là, ils auront à payer, ils auront à s'expliquer, soit avant qu'ils tombent, soit après que la dictature aura tombé. Un jour, je suis convaincu que ceux qui tuent les nôtres, ceux qui torturent les nôtres, ceux qui font disparaître les nôtres auront à répondre des crimes abominables qu'ils sont en train de commettre contre le peuple burundais. Encore une fois, j'encourage la société civile, défenseurs des droits de l'homme et les familles des victimes à redoubler d'efforts dans la documentation de tous ces crimes qui sont commis. Que personne ne soit démobilisé, ne soit démoralisé par le retrait du Burundi de la CPI. Un jour, nous obtiendrons justice. Tôt ou tard, nous obtiendrons justice. Ceux qui célèbrent, ceux qui ont lancé la campagne Twenga, rier sur les crimes commis au Burundi, un jour, oui, qu'ils rient aujourd'hui, mais un jour, ils vont payer. C'est ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.